Bien bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. J'espère que tout va bien dans votre vie. C'est un épisode qui va être un peu spécial aujourd'hui. Déjà, premièrement, vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas introduit mon célèbre acolyte en ce début d'épisode, pour la simple et bonne raison qu'il ne sera pas avec nous aujourd'hui. Voilà, pour vous expliquer, cet énorme boulet n'a pas le câble de son micro et par conséquent ne peut pas participer à cet enregistrement. Je vais donc me retrouver tout seul, vous allez devoir passer quelques temps simplement avec moi. Donc voilà, je vais essayer de... Comme d'habitude, je vais vous raconter une histoire, je vais essayer de rendre ça un peu vivant, pas trop chiant. Mais voilà, on va gentiment y arriver, on va gentiment pouvoir commencer. Donc, notre histoire aujourd'hui. Notre histoire, eh bien aujourd'hui, elle commence sur l'île sur les îles Vierges américaines, excusez-moi. Plus précisément sur l'île de Sainte-Croix, qui est donc la plus grande île des îles Vierges américaines. Nous sommes dans la ville de Christiansted, où naît le 25 avril 1976 un certain Timothy Theodore Duncan. Voilà, donc, évidemment, on va parler aujourd'hui de Monsieur Tim Duncan. Dans sa jeunesse, le petit Tim Duncan est déjà sportif. Très jeune, c'est quelqu'un qui a commencé le sport, mais sa discipline de prédilection n'était pas le basket, contrairement à ce que l'on pourrait croire, hein, étant donné que c'est un joueur de basket plutôt correct, hein, on va le voir. Non, Tim est un excellent nageur. C'est un très bon nageur. Il n'a qu'un seul rêve, c'est de devenir un athlète olympique en natation, comme a pu le faire sa grande sœur Tricia, qui était une nageuse olympique. Elle a participé en 1988 aux Jeux olympiques de Séoul. Et voilà, donc Tim Duncan rêve de marcher dans les pas de sa sœur. Lui, sa distance de prédilection, c'est le 400 mètres nage libre. Mais malheureusement, son destin qui semblait être tout tracé vers cet avenir olympique en natation, il va beaucoup changer. Tim Duncan va être obligé de revoir ses plans, puisque nous sommes en septembre 1989. Et c'est le terrible ouragan Hugo qui est un ouragan de catégorie 5 et qui est donc l'un des plus puissants ouragans jamais enregistrés. Il touche plusieurs îles des Antilles, dont eh bien, les îles Vierges américaines et l'île de Sainte-Croix, là où habite notre jeune Tim Duncan. Il fait évidemment énormément de dégâts sur son passage. Au total, c'est plus de 100 personnes qui vont perdre la vie et près de 56 000 personnes qui vont se retrouver sans abri. Et donc, ouais, sur un ouragan assez puissant. Et évidemment, cet ouragan va aussi ravager bien la seule piscine olympique de l'île de Sainte-Croix. Ce qui veut dire que désormais, si le petit Tim Duncan veut s'entraîner, il devra désormais aller s'entraîner dans l'océan, et après tout au milieu des Antilles, voilà. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, dans la mer des Antilles, il y a des requins. Les requins, c'est quelque chose qui terrorise le jeune Tim Duncan, et du coup, petit à petit, il se décourage et se désintéresse petit à petit de la natation. Et il décide pour occuper son temps libre, de choisir un autre sport. Il va prendre un autre sport. Il va donc se mettre à la balle orange, au basket. Malheureusement, encore une fois, c'est vrai que le début de la jeunesse de Tim Duncan n'a pas été très très facile. Quelques mois plus tard après le passage de l'ouragan, Tim Duncan n'a alors que 14 ans quand sa mère est emportée par un cancer. Sur son lit de mort, Madame Duncan fera promettre à Tim, Cheryl et Tricia, qui sont donc les deux sœurs de Tim Duncan, Madame Duncan donc leur fait promettre qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire quoi qu'il arrive. Et on va le voir, cette promesse faite par Tim Duncan à sa mère
va changer pas mal de choses dans sa destinée. C'est un peu l'effet papillon en vrai, quoi. C'est-à-dire, voilà, une petite chose qui ne semble pas avoir énormément de conséquences, au final, on verra que ce soit pour la vie de Tim Duncan, pour l'histoire du basket et de la NBA et du basket de façon plus générale, cette promesse va changer pas mal de choses. Mais on y reviendra. Bref, notre ami Tim Duncan est eh bien, naturellement dévasté, hein, on peut s'en douter, avec ce passage de l'ouragan plus la perte de sa mère. Tim Duncan est vraiment dévasté intérieurement, mais il est quand même plus motivé que jamais, et Tim va décider de vraiment prendre à bras le corps cette nouvelle passion qu'il a développée pour la balle orange. En plus de ça, il se trouve un coach de qualité en la personne de Rick Lowry. Rick Lowry qui est donc son beau-frère. Et ce dernier a joué un petit peu en NCAA. Il a joué avec Capital University, qui est une fac de l'Ohio. Et c'est ce fameux Rick Lowry qui va apprendre les fondamentaux du basket à monsieur Tim Duncan. Il y a également le père de Tim Duncan qui va suivre un peu aussi notre ami Tim dans cette nouvelle passion. Il va installer un panier de basket rigoureusement hissé à 3,05 m dans le sol de son jardin. Voilà, comme quoi c'est un peu la preuve que chez les Duncan, les fondamentaux, c'est important. Bref, notre ami Tim Duncan s'étant mis au basket sur le tard, hein, il avait à peu près 14 ans. On pourrait penser qu'il ait des difficultés, notamment surtout d'un point de vue technique. Mais il va quand même très vite rattraper le train de ses petits camarades en termes de basket. Notamment grâce au coaching de son beau-frère, qui lui apprend les bases des postes d'arrière et d'ailier. Et c'est ça qui va permettre à Tim Duncan de faire la différence avec la plupart de ses coéquipiers. Parce que il était déjà grand, Tim Duncan. Il faisait 1,80 m à seulement 14 ans. Et autant vous dire qu'à cette époque-là, de voir déjà quelqu'un d'1,80 m à 14 ans, c'était pas non plus hyper commun, mais qui savait jouer comme un arrière et un ailier, ça va lui permettre de vraiment se différencier et d'être très performant dès son lycée. Il disait, notre ami Tim Duncan, je vais le citer, « Mon attrait pour le basket n'a pas arrêté de grandir. Je jouais tous les jours et lorsque je rentrais, j'étais impatient de rejouer. J'aime être connecté aux autres, je trouve ça génial d'avoir des coéquipiers avec lesquels on peut partager la pression. J'ai commencé à jouer tard, mais j'ai pu apprendre vite grâce aux gens autour de moi. » Voilà, c'est vraiment quelque chose qui l'animait, cette nouvelle passion pour le basket. Et petit à petit, du coup, comme on a pu le voir, il s'est jamais vraiment arrêté de jouer. Et au final, tous ses efforts vont payer, puisque lors de sa saison de senior, donc sa dernière année de lycée, il tourne quand même à 25 points par match, ce qui est pas dégueulasse, on va pas se mentir. Et il commence naturellement à attirer l'attention de quelques universités de NCAA qui veulent voir ce jeune prospect qui nous vient des îles. Mais même si certaines facs sont intéressées, on est quand même bien loin du tapage médiatique que peuvent susciter d'autres prospects de lycée à cette même époque-là. Mais c'est notamment dû au fait que Tim Duncan est originaire des îles Vierges. Et les basketteurs qui réussissent en NBA, qui viennent des îles Vierges, il n'y en a pas énormément. Ils ne sont pas légion, à vrai dire, ils sont seulement 3 à avoir déjà joué en NBA en tout. Nous avons monsieur Charles Claxton, monsieur Tim Duncan, évidemment, et monsieur Raja Bell. C'est donc un peu à reculons que monsieur Dave Odom, est le coach de la fac de Wake Forest. C'est un peu à reculons du coup qu'ils se rend à Sainte-Croix pour aller voir le jeune Tim Duncan.
Et devant les yeux de Monsieur Dave Odom, j'ai envie de vous dire, eh bien que Tim Duncan va faire du Tim Duncan, c'est-à-dire qu'il domine, était déjà très très fort à cette époque-là. Dave Odom dira sur son premier passage sur la première fois qu'il a vu Duncan, j'étais là, assis à le regarder, et je me suis dit que si ce gamin jouait dans l'un des 48 autres états, il y aurait une guerre pour le recruter. Et bien finalement, il n'y aura pas de guerre pour le recruter, puisque Tim Duncan va s'engager du côté de Wake Forest. Il va suivre des études de psychologie et d'anthropologie. Voilà, donc ça c'était vraiment pour votre culture générale. À cette époque-là, donc on est dans les années 90, là on est au milieu des années 90, en 94 à peu près, 94-95 dans ces eaux-là. À cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui dans les championnats universitaires où on a beaucoup de fameux one and done, c'est-à-dire des joueurs qui, en sortant du lycée, ne passent qu'une année à la fac, ne font qu'un an de fac avant de se présenter à la draft. À cette époque-là, on restait souvent 2, 3, 4 ans à la fac. Et il était rare pour les freshmen, donc ceux qui sont en première année, d'être titulaires. Ils devaient souvent un peu patienter, ronger un peu leurs freins avant qu'on leur donne leur chance. Mais ça ne va pas être le cas de Tim Duncan. Tim Duncan va être jeté dans le grand bain très vite. En effet, suite au départ de Monsieur McTarrendiaï, qui était du coup un autre intérieur titulaire, Monsieur McTarrendiaï s'en va pour l'université du Michigan, et du coup, Tim Duncan se retrouve à être tout de suite titulaire, tout de suite dans le grand bain, et comme on l'a vu précédemment, Monsieur Tim Duncan sait nager, c'est-à-dire que en moyenne, sur sa première saison, il tourne à 9,8 points par match, 55% de réussite au tir, 75% au lancer franc, 9,6 rebonds et 3,7 contre de moyenne. Voilà, donc des stats très très ronflantes, des très très belles stats pour un freshman. Il va même emmener l'équipe de Wake Forest à décrocher un bilan de 20 victoires pour 11 défaites. Donc Monsieur Duncan, on comprend tout de suite que c'est un très très bon joueur de basket. Il continue la saison suivante, il continue de progresser. Il tourne désormais à 17 points de moyenne et 12 rebonds par match. C'est déjà à cette époque-là l'un des plus grands prospects du pays, tout bonnement. Tout le monde s'attendait à ce qu'il se présente à la draft 95, mais non. Non, Monsieur Duncan ne se présentera pas à la draft. Il rempile pour une 3e saison pour Wake Forest et terminera son cursus universitaire comme il l'avait promis à sa mère. Sa dernière saison, donc sa 4e saison dans le championnat universitaire avec Wake Forest, lui vaut vraiment tous les honneurs individuels, puisqu'il est élu meilleur joueur de l'ACC, meilleur défenseur NCAA. C'était son 3e trophée de meilleur défenseur de NCAA. Mais surtout, il est élu meilleur joueur de la NCAA puisqu'il remporte le fameux trophée Wooden et le Naismith College Player of the Year. Une saison où Duncan a vraiment marché sur tout le monde en université. Il se présente donc à la draft en 1997, ça y est. Enfin, on va pouvoir voir ce potentiel, ce jeune prospect, ce jeune crack, enfin fouler les parquets de la Grande Ligue. Et je vous le dis tout de suite, Monsieur Duncan était attendu comme le first pick. C'était le first pick attendu et espéré par toutes les équipes qui étaient au plus bas en NBA, notamment les Vancouver Grizzlies et les Boston Celtics, qui avaient les 2 pires bilans de la ligue. Mais malheureusement pour ces 2 équipes-là, les balles de ping-pong de la loterie de draft ont leur raison que la raison ignore. Et contre toute attente, c'est l'équipe des San Antonio Spurs qui récupère le gros lot et le first pick. À cette époque-là, donc on est en 97, les Spurs ne sont pas encore l'institution telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Ils avaient déjà cependant un grand joueur dans leur effectif, en la présence de David Robinson, qui était là depuis déjà 10 ans. C'était le first pick, lui aussi, le premier first pick de l'histoire des Spurs, en 1987, pile poil 10 ans, 10 ans avant Duncan. L'amiral arrive à porter l'équipe sur ses épaules. Malheureusement, il n'arrive pas à les emmener tout en haut. Mais on sait déjà que c'est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs de tous les temps. Mais c'était, comme je disais, c'était lui vraiment qui portait cette équipe. Mais sur la saison 96-97, Robinson se blesse et ne jouera pas un seul match de la saison. Et du coup, les Spurs, qui terminent la saison avec seulement 20 victoires, eh bien, on se retrouve bien placé à la loterie, et comme je viens de vous l'énoncer, récupère le premier choix de draft. Avec l'arrivée de Tim Duncan, c'est vraiment toute l'équipe des Spurs qui va changer de dimension. Le jeune ailier fort tourne à 21,1 points, 11,9 rebonds, 2,7 passes et 2,5 contre. Et les Spurs terminent avec la saison avec 56 victoires. Un petit plus 36 par rapport à la saison dernière. Il est évidemment élu Rookie of the Year, notre ami Tim Duncan. Il est aussi dans la All-NBA First Team, aux côtés de Gary Payton, Michael Jordan, Karl Malone et de Shaquille O'Neal. Donc c'est une arrivée qui est remarquée que fait notre ami Duncan dans la Grande Ligue. Avec ce bilan-là, les Spurs vont naturellement en play-off. Et c'est le premier run du coup de play-off des Twin Towers, la fameuse raquette Duncan-Robinson. Et du coup, ce premier run est quand même assez prometteur. Malheureusement, les Texans vont s'arrêter en demi-finale de conférence, battus par le Jazz, qui était à son prime à ce moment-là, le Utah Jazz. Mais c'est pas plus mal quand on connaît le dénouement de la saison 98. Parce qu'en face, il y avait quand même un certain Michael Jordan qui était bien décidé à prendre sa 6e bague. Donc voilà. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'à cela ne tienne, les Spurs reviendront encore plus fort la saison suivante. Même si celle-ci va être écourtée pour cause d'un gros lockout. Avec Tim Duncan en fer de lance de cette équipe, les Spurs roulent vraiment sur toute la concurrence. Sur tous les playoffs, c'est vraiment la machine est lancée et personne ne pouvait les arrêter sur cette saison 98-99. Ils ne feront pas de quartier en playoff. 3-1 contre les Wolves au premier tour. Oui, à l'époque encore, les séries de premier tour se jouaient au meilleur des 5. En demi-finale, 4-0 contre les Lakers, 4-0 contre les Portland Trail Blazers en finale de conf. Et ils retrouvent les Knicks en finale, cette équipe des Knicks qui est finie 8ème de régulière et qui avait réussi à se hisser jusqu'au final NBA. Bon, avec un Patrick Ewing blessé, les Knicks n'avaient vraiment aucune chance. Et effectivement, les Spurs ne vont rien leur laisser, victoire 4-1 en finale. Le jeune Tim Duncan est évidemment élu MVP des finales. J'ai envie de vous dire, quand on voit sa feuille de stats, il n'y a rien d'étonnant. 27,4 points, 14 rebonds et 2,2 contre de moyenne sur les 5 matchs de la série. Je vais vous lire une petite citation de monsieur Jeff Van Gundy, qui à l'époque était le coach des Knicks, qui disait il est évidemment le meilleur joueur de la NBA. Pas seulement en raison de ses capacités techniques, mais aussi en raison de sa maturité et de sa compréhension du jeu. Ce n'est pas seulement le meilleur joueur, c'est aussi un gars sur lequel San Antonio va pouvoir construire quelque chose sur le long terme en raison de son altruisme. Visionnaire, un petit peu, j'ai envie de vous dire, monsieur Jeff Van Gundy là-dessus. Et pour la petite anecdote, après que les Spurs aient gagné, Greg Popovich dira à Jeff Van Gundy: j'ai Tim Duncan et pas toi, pour expliquer la victoire des Spurs sur les Knicks. Donc ça y est, Duncan est champion dès sa saison sophomore, il est MVP des finales, il vient d'offrir son premier titre enfin à monsieur David Robinson qui attendait ça depuis 12 ans maintenant. Mais
à cet été-là, l'histoire aurait pu prendre une tournure bien différente, bien différente. En effet, monsieur Tim Duncan se fait sérieusement draguer eh bien par monsieur Doc Rivers. Monsieur Doc Rivers qui venait à cette époque-là eh bien, de prendre les rênes d'une franchise assez jeune, qui venait de prendre les rênes du Orlando Magic. En effet, monsieur Rivers aimerait former un Big Three avec Tim Duncan, Grant Hill et Tracy McGrady. Face à ça, monsieur Robinson est obligé d'écourter ses vacances et pour essayer de convaincre Duncan de rester, Greg Popovich va se transformer un peu en négociateur du FBI et ça va marcher. Ça va marcher, on était tout proche de voir Tim Duncan porter le maillot du Magic, mais finalement, non, il va rester dans le Texas et continuer de construire avec Pop et Robinson. Cet épisode-là de Duncan qui a un peu envie de bouger va quand même vachement rapprocher les deux légendes que sont Tim Duncan et Greg Popovich. Ils ont une relation toute particulière, ces deux-là. C'est vraiment au-delà d'une simple relation joueur-coach. Pop le dira lors de la cérémonie de retrait de maillot de Tim Duncan. Il lui dira merci de m'avoir laissé coacher l'équipe. Si votre superstar peut prendre une remarque ici et là, alors tout le monde peut juste la fermer et suivre en rang. Et oui, ça peut paraître ne pas être grand-chose, mais Tim Duncan est quand même assez malin pour comprendre que si lui accepte les remontrances de son coach, ses coéquipiers vont suivre l'exemple. Et c'est vraiment... Et ça va permettre du coup à l'ensemble du groupe de tirer dans la même direction et que tout le monde court vers le même objectif qui sera le titre. C'est ça qui caractérise vraiment Tim Duncan sur un terrain de basket. C'est la définition même d'être un leader par l'exemple. La star Tim Duncan et son coach Popovich sont tous les deux des personnes qui cherchent l'excellence et qui sont prêts à faire énormément de sacrifices pour mener leur équipe vers les sommets de la NBA. Et d'ailleurs, ça va plutôt bien leur réussir. Hein. On le verra, hein, ils vont réussir à gagner quelques titres tous les deux. Mais c'est vrai qu'on ne souligne pas souvent ce trait de caractère chez Monsieur Duncan. On peut se dire combien de superstars actuels accepteraient de subir un tel traitement de la part de leur coach, combien qui n'ont jamais gagné le moindre titre demanderaient le renvoi de l'entraîneur, etc. Duncan, il n'était pas comme ça. C'est vraiment un joueur à part, mais c'est surtout un personnage, Duncan. C'est un personnage qui est vraiment unique. Il a beau cumuler les stats, c'est pas un joueur qui est aussi glamour qu'un Shaq, qu'un Kobe, qu'un Garnett, ou même Carter, McGrady, Iverson, ou n'importe quel autre superstar du début des années 2000. À cette époque-là, les Spurs sont quand même vachement chiants à regarder. Hein. C'est une équipe qui s'appuie essentiellement sur les qualités défensives de Duncan pour gagner ses matchs. Alors ça fonctionne, hein, mais à regarder, c'est pas le plus fun. Hein. On est bien loin du basket champagne qui est proposé, notamment, je pense, par exemple aux Lakers du début des années 2000 de Shaq et Kobe. Voilà, des superstars d'Hollywood qui sont bien plus alléchantes à regarder que les joueurs de San Antonio dans le Texas. Mais Tim Duncan représente parfaitement ce basket qui va pas plaire à une large partie du public. C'est pas un joueur qui va vous claquer des 360, qui va faire des gros tomards, des step back three, etc. Non, lui, il tire avec la planche. Il dit jamais un mot plus haut que l'autre en conférence de presse. Et pour cause, hein, c'est que tout ça, ça le fait chier, lui. Il en a rien à foutre des conférences de presse. C'est vrai qu'il a souvent l'air blasé, mais c'est quand même ça sa force, malgré tout. C'est ce que dira Monsieur Shaquille O'Neal. Il dira les Spurs ont gagné grâce à Tim Duncan, un gars que je n'ai jamais pu briser. Je pouvais chambrer Patrick Ewing, m'en prendre à David Robinson ou Alonzo Mourning, mais quand j'essayais ça avec Duncan, il me regardait comme s'il s'ennuyait.
Si un fan de Tim Duncan me dit que Tim Duncan est le meilleur de tous les temps, je ne serai pas en désaccord avec lui. Donc quand le gros chat qui dit ça de vous, c'est que vous êtes quelqu'un. Et oui, parce qu'une fois sur le parquet, monsieur Tim Duncan, il domine en silence. C'est pas quelqu'un qui va trash talker, par exemple, comme un O'Neal ou comme un Garnett. Non, lui, en plus d'être un leader par l'exemple, c'est quelqu'un qui trash talk son adversaire, mais en silence. C'est-à-dire qu'il est il est pas spectaculaire, mais monstrueusement efficace. Avec des fondamentaux qui ne sont certes pas spectaculaires, comme je viens de le dire, mais c'est ce qui va lui permettre de dominer, en fait. Et il domine tellement que entre 2002 et 2003, il est vraiment au sommet de son art, Tim Duncan. Il est MVP 2 saisons de suite, sur ces 2 saisons de suite, entre donc 2002 et 2003. Mais malheureusement pour lui, ces Spurs avaient l'habitude de perdre face aux Lakers de Shaq et Kobe, qui viennent bien de remporter un three-peat avec 3 titres consécutifs, mais pas en 2003. En 2003, c'est Monsieur Big Fundamentals, Monsieur Tim Duncan qui était simplement trop fort pour les Lakers. Hein. Ces Lakers de du coup Shaq, Kobe, mais aussi de Gary Payton et de Karl Malone qui étaient venus un peu faire les ring chasers du côté de Los Angeles. Mais non, Duncan trop fort, trop agile, trop puissant, trop complet. Ces playoffs 2003 vont rester dans les annales. Hein. 24,7 points de moyenne, 15,4 rebonds, 5,3 passes D, 3,3 contre. Il était tout simplement injouable à cette époque-là. Et puis voilà, s'il devait y avoir qu'une seule ligne de stats pour tout synthétiser, ce serait celle du dernier match des finales. Monsieur Duncan, c'est sur ce match-là, 21 points, 20 rebonds, 10 passes décisives et 8 contres. Et à la clé, eh bien, tu as un deuxième titre pour les Spurs. Tim Duncan est à nouveau MVP des finales. David Robinson prend sa retraite là-dessus, voilà. Donc chez les Spurs, quand il y en a quelqu'un qui part, on aime bien faire un beau petit pot de départ sympa. Donc voilà, Duncan dira à propos de sa ligne de stats, c'est cool. C'est tout. C'est tout la seule réaction que pouvait nous offrir Tim Duncan sur cette perf historique. Juste un simple c'est cool. Mais voilà. C'est que c'était monsieur Tim Duncan. Donc ça fait seulement 6 saisons qu'il est dans la ligue et il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Sa carrière est déjà bien remplie en même temps. En seulement 6 ans, il a 2 titres de MVP, 2 titres de champion, 2 titres de MVP des finales. Et voilà, à la fois, après ce titre, une page se tourne. Comme je disais, David Robinson part à la retraite. Et ça va être l'avènement d'un nouveau Big Three. Eh bien oui, puisque à cette époque-là, c'est l'époque où messieurs Tony Parker, dont on a déjà parlé dans un épisode de Backdoor, et l'Argentin Manu Ginobili commencent un peu à sortir de leur boîte et à montrer ce qu'ils sont capables. Ils progressent petit à petit. Et voilà, ils vont remettre la main sur le titre en 2005. Porté notamment par un excellentissime Manu Ginobili en finale contre les Pistons, une victoire 4-3. Le titre est une nouvelle fois remis à Tim Duncan, hein, le titre de MVP des finales, pardon, est une nouvelle fois remis à Tim Duncan. C'est son troisième titre de MVP des finales, 3 titres, très efficace. Très Tim Duncan, j'ai envie de vous dire. En 2007, c'est au tour de Tony Parker de se mettre en avant. Le Français progresse petit à petit, saison après saison. Il a gagné le respect de ses coéquipiers, du staff, et notamment de Pop, et surtout de ses adversaires. San Antonio vient à bout des Cavs d'un tout jeune LeBron James, au terme d'une finale qui a été terriblement monotone. Hein. Les Spurs vont sweeper les Cavs 4-0 facile. Et c'est le jeune Tony Parker qui est élu MVP des finales. Et petit à petit, c'est le petit Français qui va prendre les commandes de l'équipe. Tim Duncan en profite pour s'effacer légèrement. Il va plus se concentrer sur son rôle défensif et laisser les rênes de l'attaque
au petit meneur français là qui court très vite. Et voilà, on verra que l'avenir lui donnera 1000 fois raison. Avec le recul, on réalise aujourd'hui que les 3 stars de San Antonio ont réalisé des performances uniques. On a rarement le souvenir de 3 stars ayant joué pendant plus de 10 ans tous ensemble dans la même équipe, pour le même coach, et avec un tel succès, et ce dans n'importe quel sport, que ce soit aux États-Unis ou n'importe quel autre endroit ailleurs sur la planète. À propos de ça, Tony Parker a un jour déclaré: si nous avions fait ça à New York, nous serions des dieux, pardon. C'est dire. Ils sont des dieux, mais leur rayonnement aurait été bien plus important, c'est sûr, s'ils avaient été à New York. Ce sont bien évidemment des dieux vivants du côté de San Antonio. Eh bien oui, parce qu'il faut dire que malgré tout, on va revenir sur notre ami Tim Duncan, hein, c'est quand même le sujet de cet épisode. Après le titre de 2007, les Spurs continuent à évoluer, ils auront quand même un peu moins de chance en playoff, même s'ils resteront toujours très sérieux. Très sérieux en régulière, ils seront toujours là. Mais voilà, ils n'arrivent pas à aller au bout. Il y a toujours... il y a évidemment... Ils arrivent à retourner en finale en 2013. On connaît le dénouement des finales de 2013, notamment d'un certain monsieur Ray Allen, qu'on salue, qui restera la seule défaite dans l'histoire des Spurs en finale. Et à cette époque-là, notre ami Tim Duncan est quand même un joueur qui se maintient au plus haut niveau depuis presque 15 ans. Il a 38 ans à cette époque-là, mais il continue de peser énormément sur le jeu de son équipe. Alors certes, c'est plus la première option offensive des Spurs, hein, loin de là. À cette époque-là, la première option, ce sera plutôt Tony Parker, Manu Ginobili ou même le jeune Kawhi Leonard. Mais et Tim Duncan n'est plus cet intérieur dominant qui tournait à 24 points et 13 rebonds par match. Il ne joue plus 40 minutes par match non plus, hein. Mais pourtant il est toujours là, il est toujours présent. Quand son équipe a besoin de lui, il est toujours là, il prend toujours l'avantage au poste bas, quoi qu'il arrive, tout en technique, tout en toucher, lorsque son équipe a besoin d'un panier facile. Il marque toujours cette petite vingtaine de points par match, hein, lorsque les défenses vont se resserrer sur Parker et Ginobili, il est toujours là. 15 ans après son premier titre, Tim Duncan décroche sa 5e bague en 2014. Son 5e titre, réparti sur 3 décennies différentes. Un an après la frustration immense de la défaite cruelle contre le Heat, le vétéran va prendre sa revanche. Les Spurs ont, de cette époque-là, donnent une leçon de basket. Et notre ami Tim Duncan, lui, donne une leçon de vie et de professionnalisme. Il a pris, on le voit à cette image, on repense à cette image de lui juste après le titre, ce titre justement de 2014. Les larmes aux yeux avec ses enfants dans les bras, et on le voyait enfin ému, enfin expressif. Ça y est, on a compris, c'est à ce moment-là qu'on réalise que c'est peut-être pas un robot en fait ce mec. Et ça y est, il a accompli ce que je pense aucun autre joueur ne serait capable d'accomplir, ce qu'aucune autre franchise ne pourrait accomplir, je pense. Le duo Tim Duncan, Greg Popovich est le meilleur duo de joueurs-coach de tous les temps, sans discussion possible. On peut parler de Jordan et Jackson, mais je mets quand même bien au-dessus Duncan et Pop. Voilà, c'est tout ça, Tim Duncan. Tim Duncan, c'est l'efficacité, le professionnalisme, le travail. Alors certes, c'est pas sexy, mais à la fin, ça gagne des titres, et c'est le meilleur joueur à son poste de tous les temps. Il a participé à l'un des plus grands spectacles. Il est passé d'une équipe... Les Spurs sont quand même passés d'une équipe chiante à mourir à regarder jouer, vraiment exclusivement du demi-terrain au début des années 2000. Voilà, on apprend à évoluer avec notre temps, à être plus une équipe qui a réussi à se transformer
pour continuer de dominer, à jouer plus vite au début des années dans les années 2010, à continuer de dominer malgré l'âge avançant de leurs superstars, hein, de Parker, Ginobili et Duncan, en s'appuyant aussi sur des jeunes, hein, on pense au petit Kawhi Leonard qui va être MVP des finales en 2014. Mais voilà, tout ça. C'était un épisode un peu spécial. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de parler de Monsieur Tim Duncan. Voilà, d'un joueur qui m'a quand même pas mal marqué dans mon adolescence, notamment les jeunes années où je commençais à m'intéresser à la NBA. C'est un joueur qui m'a beaucoup marqué. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode, même si j'étais tout seul, même si mon acolyte, ce gros boulet, n'avait pas son câble. Et voilà, j'espère qu'il vous aura plu cet épisode malgré tout, même si vous avez dû m'entendre parler pendant un moment. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop chiant. Je vais en profiter pour conclure rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre. Merci beaucoup pour votre écoute. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée. Et on va pouvoir se dire topette là-dessus.